Donc, je répète, ici, c'est l'aspirateur qui cherche la base, ou si vous voulez, le chat qui cherche la souris. Le chat le plus bête, il va essayer une approche gloutonne pour chercher la cible. C'est sa façon de trouver le chemin. C'est le pathfinding. Dans sa tête, même le chat, il va faire un raisonnement. Si jamais il raisonne de manière gloutonne, ça veut dire le plus vite possible vers la souris, il va tout simplement aller dans la case 1, et là, il va voir qu'il ne peut pas avancer, parce qu'il y a le canapé qui le bloque. Pareil pour un aspirateur, vous me suivez? Donc du coup, ici, le chat, il va prendre une décision. Il va peut-être toujours vouloir se rapprocher de la souris. C'est naturel. S'il fait ça, le chat, il va aller dans la case 2. Ensuite, il va se rapprocher encore plus 3, 4, 5. Et mine de rien, il finit par aller par la gauche. Ce qui n'est pas optimal. Donc ici, l'algorithme à étoile, il a été conçu pour permettre au robot, si vous voulez, de trouver le chemin le plus court avec le minimum d'énergie d'interrogation de cases possible. Parce que vous comprenez, même le chat, avant de se lancer à l'attaque, je pense qu'on peut même regarder des reportages animaliers avec le lion qui regarde les gazelles passer. Si vous regardez, je pense que lui, il réfléchit un peu avant d'attaquer. Donc il reste un peu caché, il réfléchit la meilleure stratégie d'attaque. Donc toute cette réflexion dont je parle ici, c'est une réflexion qui peut se poser dans la tête du chat. Il ne voit pas toute la carte, le chat. Donc ça, c'est l'approche glouton. Je pense qu'un chat, il pourrait faire ça, donc je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'imagine qu'il y a quelques animaux qui vont quand même comprendre que c'est mieux d'aller par là. Mais imaginez une autre chose. Peut-être qu'il y derrière le canapé, j'aurais pu avoir encore d'autres obstacles que je ne vois pas encore. Donc vraiment, des fois, c'est pas si simple. Est-ce que vous auriez une autre idée? Une autre idée, ça rappelle ce qu'on appelle le parcours en largeur. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Le parcours en largeur, c'est quoi? Le chat, il regarde déjà tout de suite ce qui se trouve autour de lui. C'est l'approche parcours en largeur ou Dijkstra. Regardez ce qu'il fait. Le chat, il est là. Vous me comprenez, n'hésitez pas à m'interrompre. Le robot, qu'est-ce qu'il voit? Les cases numérotées 1 partout, c'est des cases qu'il voit autour de lui. C'est ce qu'on pourrait appeler la petite couronne dans un langage parisien. Donc, il voit les cases à côté de lui et il les interroge. Donc, comme ça, il voit qu'autour de lui, il n'y a aucun obstacle. C'est l'approche parcours en largeur qui développe le chemin par cercle concentrique. Le premier cercle, c'est le voisin de A, la plus petite couronne. Après, il commence à élargir sa vue. Donc, n'oubliez pas, chaque interrogation de case, le fait de regarder sur une case, le fait de regarder une case pour savoir s'il y a un obstacle ou pas, ça coûte. Donc, mais si on utilise le parcours en largeur, ensuite il va voir les voisins des voisins de A. Si vous voulez, la prochaine couronne plus grande dans un langage parisien, et vous me suivez, c'est la case 2. Vous le voyez? Par la suite, vous comprenez, on peut aller en diagonale. Par la suite, c'est la case 3. Quel est le problème avec cette approche? Vous pouvez me corriger si jamais j'ai fait une faute. Après les cases 3, les cases 4. C'est comme ça. Donc déjà, mine de rien, pour arriver jusqu'au 4e cercle concentrique, si vous voulez, il a dû interroger le statut, il a dû regarder toutes ces cases-là. Par la suite, on arrive à 5. Et on n'a toujours pas fini sur la cible. On ne sait pas si on touche la cible ou pas, et on arrive au 6e cercle concentrique, si vous voulez. Et donc on doit interroger tout ça, et on connaît la carte jusqu'à la cible.
et on applique un chemin le plus court et c'est bon. Mais vous comprenez, on a fini par interroger presque toutes les cases sur la table, sur la carte, sauf les 2 cases marquées 7. Je n'ai pas interrogé ces 2 cases. Mais sinon cette approche m'a obligé de regarder presque toute la carte. Ok, donc je me suis trompé. Et l'approche glouton tout à l'heure, je répète, si je cherche d'arriver le plus vite à la souris, à la cible, elle me mène d'abord sur un chemin qui n'est pas optimal. Donc, toute l'idée de A étoile, pour résoudre ce type de problème, a été de mélanger les deux. Donc, A étoile, c'est un mix des 2 approches. On veut se guider à la fois par une heuristique, si vous voulez, qui nous donne la distance la plus proche vers la cible. Et en même temps, on veut aussi explorer, si vous voulez, en largeur par cercle concentrique. Et ici, je préfère présenter A étoile d'une manière directe, sans vraiment lui donner une définition ou un pseudocode, juste pour voir ce qu'il fait. Maintenant, d'une manière un peu différente, je calcule le coût de mon chemin. Je vais me dire que pour me déplacer à gauche et à droite, ça me coûte une unité. Et pour me déplacer sur la diagonale, ça me coûte 1,4. Tout ça multiplié par 10, vous savez pourquoi? Si ça me coûte une unité d'aller à gauche ou à droite, pour aller sur la diagonale, ça me coûte racine carrée de 2. Non? Pythagore, oui. Donc, je tourne un mètre à gauche et après un mètre... oui. Je tourne je fais un pas tout droit et je tourne à gauche. Je fais 1 mètre tout droit et je tourne à gauche 1 mètre. La distance que j'ai parcourue, c'est racine carrée de 2. Et multiplié par 10, je peux dire que ça me coûte 10 pour aller à gauche, à droite, vers le haut ou vers le bas. Et 14 si je veux aller sur la diagonale. Vous me suivez? Donc ça, c'est des distances que je vois, même si je suis là. Suivez? Ok, on va continuer avec la vidéo. Ok, donc on a tout ça. On va voir ce qui nous dit. Ici, après, on se pose un peu là le problème dans une logique gloutonne. À vol d'oiseau, on est capable de calculer des distances de A et B s'il n'y avait pas les obstacles. Et là, je suis dans ce que j'appelle une heuristique. Donc, et là, regardez les calculs qui ont été faits ici. Là, c'est des calculs un peu légèrement plus complexes parce que, regardez, par exemple, je prends cette case-là, 14. Vous voyez, sur cette case-là, j'ai marqué 14 en haut à gauche. Ça veut dire que ça me coûte 14 d'aller de A vers cette case. Et j'ai marqué 28 en haut à droite, qui m'indique quoi? Vous avez l'intuition. Le 28, ça sert à quoi? Ça peut être quoi? C'est la distance que vous résoudre la case en question. La case en question. Oui, c'est ça. Oui. Donc en haut à droite, si vous voulez, j'ai une heuristique. La distance à vol d'oiseau vers la cible. C'est pour ça qu'ici vous avez 38. C'est... Vous voyez pourquoi c'est le 38 ici, même la distance à vol d'oiseau. En fait, c'est c'est pas strictement parler la distance à vol d'oiseau 38 ici. Mais vous voyez ce qu'il a fait.
Il a calculé la distance au sens je vais sur la diagonale et après je fais un pas comme ça. C'est pour ça que c'est 38. Parce que ouais, c'est encore plus précis que à strictement parler la distance à vol d'oiseau. La distance à vol d'oiseau aurait traversé les cases comme ça. Ok? Mais bon, en haut à gauche, c'est la distance déjà parcourue pour arriver à l'état en question. En haut à droite, c'est l'heuristique. On va appeler ces fonctions G et H. Et l'addition au milieu, c'est la fonction F qui va me permettre de me guider. Donc à partir de là, vous vous en doutez, on va sélectionner cet état-là avec 42. Et après, donc en anglais c'est écrit H et G. G c'est la distance à partir du nœud de départ, starting node. H c'est l'heuristique. Le coût F c'est la somme de G et H. Si c'est trop facile, vous me dites. Et après, je passe à l'étape suivante. J'attends un peu. J'ai sélectionné l'état 42. Une fois que j'ai sélectionné un état, ça me permet de regarder autour de l'état en question pour voir ce qui se trouve. Par exemple, si je suis arrivé ici, si je vais en bas à gauche, j'arrive ici. Mon G, ça va être 14 plus 14, 28. En haut à droite, 34. C'est tac, tac. Cette distance-là, et je viens de découvrir d'autres états. Ça, c'est s'il n'y avait pas d'obstacle. Et finalement, dans ce cas de figure, on arrive à la cible avec un coût de 42, 14 fois 3. La fonction h ici, c'est 0. Une fois que je suis sur la cible, il ne reste plus besoin d'heuristique. Et là, je reviens sur le problème de départ, où j'avais le canapé comme obstacle. L'algorithme fonctionne toujours de la même manière au sens il va choisir le 42, sauf que cet état-là en rouge sélectionné, il va rien donner sur le canapé. Il va me donner sur cet état-là et cet état-là. Donc là, vous comprenez de quoi il s'agit. Je vous laisse peut-être regarder un peu les calculs si vous voulez. Et par la suite, vous comprenez, il peut choisir un de ces trois états avec un coût de 48. Vous comprenez? Et après, vous pouvez regarder les calculs. Ok. Pardon, donc je continue. Disons qu'il a choisi ce 48. Celui-là, il me permet de développer encore deux états. Ouais. Par exemple, en haut à gauche de 24, je passe à 34, le coût réel. Et ici, l'heuristique, c'est 20. L'heuristique, c'est tout droit. Deux cases à sauter. L'heuristique. Donc, je me retrouve avec ça. Vous comprenez, l'objectif, c'est de faire ce calcul-là et on doit minimiser le nombre d'états développés. On ne va jamais, par exemple, se balader par là. Investiguer ce qui se passe par là, ça ne sert à rien. Par la suite, il va choisir soit 48, soit 48 ici. D'accord? Et là, c'est bon. S'il a choisi le 48 là, bon, quand je dis c'est bon, c'est pas gagné d'avance. Il a vu ça. Il a vu ça. La petite question, par exemple, pourquoi il a laissé ici en haut à gauche 14? Pourquoi il n'a pas fait 10 plus 10, 20? Parce qu'il partait d'ici. Il a fait encore 10.
ce qui correspond à aller comme ça et par la suite comme ça. C'est la diagonale de A qui était déjà là. Ça veut dire la meilleure des deux, oui, naturellement. Mais des fois, la meilleure des deux permet de mettre à jour un état qui existe déjà. J'appelle une cellule développée un état, si vous voulez. Donc, je continue. Il est obligé de passer par 48 là parce qu'il a une valeur plus petite que les autres. Et on va voir comment il finit. Ensuite, il passe à ce 54, donc il développe ça. Tac, tac, tac. Donc après, il va faire 54 ici, je pense. Tac, 54 ici. Mais voyez, ici, il a mis à jour le 60. Faites attention. Donc j'étais là, il y avait 68. Vous voyez, le 68 que j'avais ici, il correspondait à un chemin qui passait par là. Parce que c'est que le rouge que j'ai pris en considération. Une fois que j'arrive sur cette cellule-là avec un coup de vent, cette cellule devient adjacente avec un coup G de 30. Donc elle a été mise à jour. Donc je pense que le principe est clair. Par la suite, il va sur 60. Par la suite, il va sur 62 par là. Ça continue. C'est comme ça, l'idéal n'existe pas. Il est quand même obligé d'explorer un peu l'idée d'aller par la gauche ou par la droite. Parce qu'il ne peut pas savoir d'avance ce qui se trouve devant. Imaginez, j'aurais pu avoir un obstacle ici. S'il y avait un obstacle ici, par la gauche, ça aurait été mieux. Mais vous voyez, par la logique de A étoile, au moins on n'a pas exploré des états complètement inutiles par là, et on n'est pas allé non plus de manière heuristique vers la cible. Et je pense que finalement la finalité est trouvée comme ça après plusieurs itérations, et vous avez le chemin le plus court, et aussi les distances qui ont été calculées, la valeur de F en haut à gauche, et la valeur de G F c'est au milieu, G en haut à gauche et H en haut à droite pour chaque état. Donc voilà. Et on a trouvé ce chemin. Mais on a développé le minimum possible. On a développé pas beaucoup d'états. Par exemple, l'idée d'aller de ce côté-là nous a pas poussé trop loin sur cette mauvaise piste. Voilà comment j'ai fait à étoile sur cet exemple-là. Oui, un truc que j'ai pas bien compris, c'est la différence entre les cases bleues et les rouges. Ah, ici, les cases bleues, ça indique juste le chemin qu'il a trouvé à la fin. Donc, dans cette animation-là, vous voyez, il a fait étape par étape. Les cases bleues, il les a mis juste... Mais c'est calculé progressivement. Oui, regardez, tac, 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 tac. Et une fois qu'il est arrivé, il a mis le bleu. Oui, pour que... Du moment où il a trouvé la solution, et on va voir plus tard pourquoi c'est sûr que c'est la solution optimale. Dans cette vidéo, il a juste mis en bleu les cases qui représentent le chemin optimal. Il les a identifiées.